Bonjour à tous, merci pour votre fidélité et nous retrouver pour ces émissions spéciales EICMA et nouveautés 2022. C'est cool quand même d'avoir à nouveau un salon international. Ouais, ça bouge là, et puis on voit plein de roadsters arriver dans tous les sens. Oui, parce qu'on a des émissions spéciales trail, spéciales routières, et puis là on va parler roadster, des gros roadsters. Qui vous plaît apparemment. Il y a une vingtaine d'années, c'était la catégorie phare qui a Ouais. été dépassée depuis par les trails et surtout les trails routiers. Mais on a quand même de très très jolies nouveautés. On commence par quoi? C'est la Street Fighter chez Ducat, Parlons de la V2 Street version Fighter, R4. ouais, parce que je sais que tu aimes bien cette moto là. J'adore. Non, à la limite, la version V2, je la comprends. Si on reparle de la première Street Fighter, en effet, là, ça a été un petit peu un four pour Ducati. Donc, ils reviennent avec une nouvelle partie cycle, des moteurs qu'on connaît bien, un look toujours aussi radical. Pour la V2, à la limite, je comprends. Pour la V4, 208 chevaux, 33 000 euros. Là, moi, ça m'échappe complètement, quoi. On est dans le domaine de l'absurde. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait avec un roadster pareil? Moi, 33 000 euros, je préfère prendre une sportive. C'est plus joli. On peut Ouais, mais toi, tu as couru en endurance, bol d'or, 24 heures. Donc voilà, monsieur veut une vraie sportive. Non, c'est parce que je trouve que la sportive est vraiment jolie, quoi. Le roadster. Alors, le premier roadster et le repère de motard, le c'est mieux que personne. Bandit. Voilà, c'était la bandit. Donc, ça fait un moment que ça dure. Mais porté à des niveaux pareils, je vois pas pourquoi le roadster vient lorgner sur le terrain de la sportive, parce que normalement la puissance aussi élevée, le prix si élevé. Ouais, mais c'était ça le bandit. C'était on prend un Jex, Ouais, mais à quel prix et puis pas cher. Voilà, c'est ça. Là, on est à 33 000 euros, c'est pas cher. Donc la V2, je suis assez curieux de voir ça, parce que ça peut être très sympa. Mais l'autre, on verra bien. Enfin, c'est vous qui déciderez. Hein. Moi, Oui, je donne que mon avis. De toute manière. Mais c'est vrai que la première Street Fighter a battu le record de toutes les années, de toutes les chutes de journalistes pendant la première journée de presse. Et j'en étais. Et t'en étais. Et Je j'en crois étais. qu'il y a eu 10 Street Fighter au tapis pendant ouais. cette journée-là. Record absolu, coup pour Ducati monstrueux parce qu'il y avait un certain nombre de motos qui étaient pliées. Et toi, moi, je me rappelle que mes premiers tours de roue sur la Street Fighter m'avaient fait peur. Et toi? On ne pouvait pas tourner. On pouvait pas tourner, c'est-à-dire que dès qu'un virage était un petit peu serré, on se demandait comment on allait faire. L'idéal, je pense, c'était de descendre, la mettre sur la béquille et de la faire pivoter, comme les gens qui ne savent pas faire de ski, c'est un petit peu. Mais bon, non, là, on va miser sur le fait que non, ça sera plus du tout ça, quoi. Il n'y a plus rien à voir entre la première Street Fighter. Les motos sont devenues beaucoup plus faciles, notamment grâce à l'électronique embarquée. Et puis après, justement, quand on parle d'électronique embarquée, c'est un petit peu la tendance. On le voit avec KTM, avec sa Duke 1290, R, Evo, où il rajoute de l'électronique. On le voit avec Aprilia, même avec sa Tuono, qui revient la version 660 en version factory. Version factory, pareil, avec beaucoup d'électronique. Alors, clairement, on parlait tout à l'heure des sportives, elles ont complètement décliné, c'est terminé. On a l'impression que ce sont les roadsters en fait, qui prennent le pas là-dessus, donc beaucoup d'électronique. Pourquoi? Aussi parce que ces motos deviennent très puissantes. Alors l'Aprilia non, 100 chevaux, mais malgré tout, on pense que la clientèle est séduite et valorisée par tous ces équipements électroniques. Donc on a à la fois en effet anti-patinage, mode moteur, des ABS intelligents. Et tout ça permet aussi d'augmenter un petit peu le prix. En fait, on est parti de la sportive RS 660 qu'ils ont décarénée en enlevant un certain nombre d'assistances électroniques, de qualité de suspension, etc. pour faire une machine accessible avec la Tuono. Puis là, ils reviennent à l'inverse, ils remettent tout en fait. Donc on est plus proche de la RS 660 full avec un mini carénage, mais avec toute l'électronique embarquée, donc une machine du coup qui a le look d'une Tuono, mais qui en fait a toutes les capacités techniques et électroniques. Et ça, c'est plutôt cool, sous la pluie, enfin dans toutes les conditions, parce que ce sont des vrais jouets. Objectivement, une 660 sur la route. Ouais, non, c'est vraiment une excellente moto. Et on voit que ce moteur 660 apparaît dans plusieurs catégories, trail, roadster, sportive. C'est un très bon moteur. Et moi, je trouve que c'est bien parce que ça permet de remettre en valeur des cylindrées qu'on disait intermédiaires il n'y a pas si longtemps. Maintenant, on les dit presque petites. Mais malgré tout, non, 660, aujourd'hui, c'est suffisant. Clairement. 100 chevaux, de toute manière, c'était une limite légale il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est ça. Et puis on encore. s'aperçoit que, en fait, 100 chevaux bien répartis avec un vrai caractère moteur, c'est top, quoi.
Oui, en fait, même avec des 400, hein, on peut s'amuser, notamment en roadster, il y en avait un certain nombre qui ont quasiment disparu du marché parce que là, du coup, les gens se disent ah, c'est trop mou. Alors que franchement, les 400, perso, j'adore ça parce que je trouve que pour tous ceux qui ont besoin de se remettre sur la route, c'est sympa. Yamaha revient avec la MT-09, mais en version SP, revient également avec complètement une nouvelle MT-10 déclinée également dans une version SP, donc avec plus de suspension électronique semi-active assistée. On a vu au niveau des statistiques que vous avez adoré la MT-10. Son look Transformer est un peu moindre, mais ça reste quand même une moto à part. Alors moi c'est une moto que j'ai adorée quand elle était encore au catalogue Yamaha. Un train avant génial, ce moteur donc issu de la R1 terrible, un truc en plus qui se lève en troisième sur un simple coup de gaz, mais en là, même temps pour le très coup, rassurant. 166 chevaux, enfin, ça dépote, hein, on est très très loin des 68 chevaux d'une Z7 Voilà, 650 RS. là c'est des ménages. Pareil, hein, je pense qu'il y a l'idée aussi là de prendre un petit peu la place de la R1, qui elle aussi décline complètement en termes de chiffre de vente. Ce qui est étrange, c'est qu'ils aient gardé ce look qui est en effet très particulier, quoi. Je ne crois pas que ça ait plu par le passé, puisque les chiffres de vente de la MT-10 n'étaient pas très bons. Non. Euh, Mais est-ce que c'est pas trop extrême non plus? c'est compliqué en fait, parce que parfois il y a des choses extrêmes qui fonctionnent, parfois ça déroute. Alors l'extrême japonais, lui, est toujours assez déroutant en Europe. Donc je suis assez surpris qu'il n'ait pas modifié plus en profondeur, parce que il y a eu des retouches, elle est conforme aux normes Euro 5 maintenant, mais malgré tout, dans l'ensemble, on retrouve bien la MT-10 qu'on a connue, quoi. Avec de grosses évolutions au niveau partie cycle et puis moteur plus disponible. En fait, c'est un peu ce qu'on voit en tendance. Et puis dans la même catégorie, il y a la Kawa hein, qui a fait évoluer sa Z900 avec la version SE. Là, on parle d'amortisseur Öhlins, fourche dorée, frein Bembo. Par contre, ça pique un peu. Hein. La moto, elle prend presque 2000 euros. Alors Suzuki cette année, on l'a vu, hein, c'était principalement les évolutions sur la GSX S1000, voire la version 950 accessible A2. Du coup, bonne nouvelle, c'est la Katana qui bénéficie de toutes ces améliorations, notamment avec plus de chevaux, le plein d'assistance et puis enfin 3 cartographies. Et après, quand on revient sur l'Italie, pour délaisser un peu nos Japonais, on a une moto qui est à la fois routière et à la fois roadster. C'est ça, alors la Moto Guzzi V100. Et ça fait du bien après la V85, parce que la V85 c'était un tout petit moteur. Là, on a une vraie 1000 en fait. On a une vraie 1000 avec le refroidissement liquide. Et puis une nouvelle plateforme. Donc ce moteur est destiné aussi à équiper d'autres modèles, forcément. Mais à l'inverse de la MT-10 dont on parlait tout à l'heure, la Guzzi V100 offre une moto plus assagie, plus sympa, presque néo-rétro quoi, dans le look. Avec un moteur qu'on espère avec pas mal de caractère, quoi. 116 chevaux, ça n'a rien à voir avec la V85 qui n'est pas un foudre de guerre. Le moteur est super sympa, tu avais adoré faire l'essai. J'ai beaucoup aimé cette moto. Pareil, c'est bien fini maintenant chez Guzzi. Donc on monte en gamme, malgré tout. Et puis il nous reste à connaître le prix, parce que c'est ça qui va en fait déterminer l'éventuel succès de la Guzzi, quoi. Alors, chose assez sympa quand même, voir Bimota revivre grâce à Kawasaki qui a racheté la marque. Donc on retrouve enfin la KB4, hommage à la KB1 des années 70. Puis surtout, ils ont fait une déclinaison roadster de la sportive avec cette KB4 RC. Je vous laisse juger pour la partie esthétique, ça, les goûts et les couleurs. Voilà, avec les roadsters, on fait un peu les montagnes russes quand même, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de mi-mesure. On peut passer donc d'une Moto Guzzi comme ça, V100, un peu assagie, sympathique, bon enfant quoi. Et puis la MV Agusta brutale, 1000 RS avec ses 208 chevaux. Alors là, on repart dans le même délire que Ducati avec la Street Fighter V4. Oui, avec des tarifs pareils à 25 000 euros. Et encore, ils font des efforts car la RS, elle a les mêmes caractéristiques que la RR, à part les suspensions, et du coup, elle est quand même 5 000 euros moins chère. Encore une fois, je me demande qui achète ça. Elle est belle. Enfin, les MV sont superbes. Elle est belle, c'est plutôt bien fini maintenant. Après, à utiliser au quotidien, c'est toujours assez compliqué, quoi, parce que c'est une moto qui porte bien son nom, la brutale. Ce 4 cylindres, là, le 1000 cm3, c'est agressif, quoi, ça déménage. Enfin, le moindre coup de gaz, la moto part, la partie cycle est très rigide, on a des suspensions toujours très fermes. Pour moi, c'est presque pas agréable, quoi, tellement c'est trop. Donc 208 chevaux,
dans ces conditions-là, c'est par chaud, quoi. Enfin, Bah, ça sera ton prochain essai au quotidien. sympa, merci. Je reviens à ça, mais dans les roadsters, c'est ou un peu, comme la nouvelle moto Morini, la Seimezzo, ou beaucoup trop. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de moto Morini. Autant il y a une nouveauté au niveau trail chez eux, avec l'X-Cape, mais il y a ce modèle 650 qui est en train d'arriver. Donc ça va faire partie de toutes les petites nouveautés, entre guillemets, qu'on a hâte de voir arriver avec plus d'infos, parce que pour l'instant, c'est limite concept. Au compte-gouttes, quoi. Mais en effet, enfin, comme tu disais en introduction, ça bouge. Et du côté de l'Italie, notamment, ça bouge pas mal. Ah, et puis EICMA, c'est surtout le retour de la Hornet, hein, cette moto qui était juste fantastique à rouler, source officielle Honda, même si franchement à Milan on a juste eu une esquisse et puis le son du moteur, donc bref, on n'en sait pas plus, ni au niveau cylindré, ni au niveau motorisation. À suivre très vite sur le repère. Merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Roadster. Il y a l'émission spéciale Trail et également l'émission spéciale routière et puis le top des nouveautés. Enfin bref, tout ce qu'il y a sur le salon EICMA à retrouver sur la chaîne. Alors je vous dis à très vite. Salut! Salut!